Bonsoir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-Présidente, pour cette présentation. Alors, la prévision est un art difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Si on regarde la DSP, l'objectif en nombre de voyageurs est le même que celui que nous avions dans la DSP précédente. Environ de... Voilà, parce que sur la DSP précédente, l'objectif n'a pas été atteint à 10 millions près, pour un certain nombre de causes. En fait, nous agissons comme si nous voulions extrapoler une courbe de croissance progressive et continue. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Entre 2019 et 2025, nos manières de nous déplacer ont été profondément bousculées, transformées, recomposées. Et bien sûr, la crise sanitaire a durablement changé notre regard sur les transports collectifs. Le télétravail est devenu une réalité structurelle dans de nombreux secteurs. Il a fait chuter le nombre de trajets quotidiens. Les vagues de chaleur, désormais récurrentes, posent de vraies questions sur la capacité des réseaux urbains à rester fonctionnels en période extrême. Et surtout, de nouvelles mobilités ont émergé, se sont implantées. Le vélo à assistance électrique, qui a redéfini la notion même de distance, la trottinette, plébiscitée par certains publics, particulièrement les jeunes, et même un nouveau profil d'usager, le marcheur long, de plus en plus visible dans les centres urbains. À cela s'ajoutent d'autres facteurs majeurs incontrôlables. On peut parler des incertitudes géopolitiques qui peuvent agir sur le prix de l'énergie, fragiliser les équilibres financiers du transport collectif. Un ralentissement économique global qui pèse à la fois sur la consommation, les déplacements professionnels, les investissements publics et pourrait peser sur le versement mobilité qui est le levier essentiel du financement de nos transports. Alors, il y a quand même des objectifs de fréquentation en hausse sur cette DSP, une augmentation de 19% qui est prévue. Est-ce que notre réseau est prêt, dans son état actuel, à accueillir ces nouveaux usagers dans de bonnes conditions? Aujourd'hui, aux heures de pointe, il est parfois impossible de monter dans un tramway. Vous êtes obligé d'en laisser passer 1, 2, voire 3 avant de pouvoir rentrer dedans. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai vu effectivement qu'il y avait dans la DSP une possibilité d'allonger les rames qui a été envisagée, qui n'est pas créditée, mais qui a été étudiée. C'est ce qui se fait au Mans actuellement, et je trouve que c'est effectivement une initiative extrêmement intéressante. Mais au-delà des tendances globales, il y a un plafond de verre, je l'avais déjà évoqué lors de prises de parole précédentes. Un Angevin sur deux ne prend jamais les transports en commun. Même pas pour aller travailler, pas pour aller en ville, même pas de temps en temps. C'est un non-recours massif qui dépasse les seules questions d'offre ou de fréquence. C'est un blocage culturel, social, psychologique. Le réseau est trop souvent perçu comme un service pour les autres. Et tant que nous n'aurons pas levé cette barrière invisible, nous resterons structurellement en dessous de notre potentiel. Alors, il y a eu l'initiative CAP, pas CAP, qui était intéressante pour aller chercher des personnes. Alors, moi, je ne pense pas que dire aux gens, vous allez vous passer complètement de votre voiture, c'est forcément la meilleure méthode. C'est comme un peu quand on veut diminuer la consommation de viande dans le territoire, il vaut mieux avoir 30 millions de gens qui diminuent leur consommation qu'un million de végétariens. Donc avoir 100 personnes qui prennent les transports en commun une fois par semaine, c'est peut-être voilà, déjà très vertueux. Sur le versement mobilité, quand on regarde le reste à charge pour la collectivité, il s'élève à environ 330 millions d'euros. Or, le versement mobilité, si on fait le calcul, doit être aux alentours de 400 millions d'euros. Alors, j'avoue que j'ai toujours eu du mal à voir exactement comment était réparti ce versement mobilité, à la fois sur les aménagements, sur la maintenance, etc. Ça serait bien d'avoir annuellement un point avec toute l'utilisation de cet argent. D'ailleurs, puisque le versement mobilité n'est plus depuis 2019 réservé au seul transport en commun, je renouvelle mon appel une dernière fois à la création d'un service public de location de vélos longue durée dans notre agglomération. C'est un dispositif efficace, peu coûteux et largement éprouvé ailleurs. Il est simplement illusoire de penser que l'on peut écrire en 2025 ce que seront nos déplacements de 2031. Ce contrat nous engage, il doit être conçu comme un plan non figé, mais comme un cadre vivant, capable de s'adapter, de se remettre en question, d'évoluer. Nous saluons les avancées que vous nous avez présentées. Cependant, nous n'aurions pas fait les mêmes choix, donc nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, alors moi je vais poursuivre en partant du constat posé par Bruno Goy. Aujourd'hui, effectivement, un Angevin sur deux ne prend jamais les transports en commun. C'est un signal fort, un révélateur, mais ce n'est pas une fatalité. C'est justement parce que les freins sont nombreux, ils ont été dits, culturels, sociaux, psychologiques, que notre politique de mobilité doit être claire. Claire, ça veut dire aussi sans message contradictoire, ce qu'on peut avoir des fois, ambitieuse et structurante.
Ce n'est pas en adaptant à la marge l'existant que nous ferons évoluer les comportements. Cette nouvelle délégation de service public introduit quelques avancées. Développement du transport à la demande, on l'a vu, spécialement la nuit, l'extension des horaires, etc. C'est des améliorations qui sont bienvenues, mais qui sont, à mon sens, un peu trop limitées. D'autant que certaines des avancées sont neutralisées par des baisses de fréquence sur certaines lignes. On donne un peu d'un côté et on reprend de l'autre. Alors, comme vous le savez tous, pendant ce temps-là, le calendrier climatique ne ralentit pas. Notre Assemblée s'est engagée à réduire de 60% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais sur la dernière décennie, la baisse moyenne n'a été que de 1,2% par an. Il faudrait désormais plus de 7% de réduction annuelle pour espérer atteindre notre objectif donc de moins 60%. Et on peut rappeler quand même, comme on rappelle à chaque fois, que le transport représente à lui seul la moitié des émissions de gaz à effet de serre sur Angers-Loire Métropole. Le levier des mobilités est donc absolument central. Or, cette DSP ne permet pas de changer d'échelle. Elle ne donne pas le signal d'un basculement ni sur l'offre ni sur les usages. Nous devons transformer en profondeur nos mobilités, collectives bien sûr, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on voit aujourd'hui, mais aussi individuelles, et ça a été parlé, il en a été parlé, le vélo, la marche et d'autres formes de déplacement durable. Alors oui, la tâche est extrêmement complexe, mais c'est justement pour cela que nous avons besoin d'une ambition forte, structurée et durable. À défaut, nous resterons dans le statu quo qui ne nous laissera aucune chance réelle d'atteindre nos objectifs, nos engagements climatiques. Nous saluons donc les améliorations apportées, mais nous trouvons que l'ambition n'est pas assez au rendez-vous. C'est pourquoi, comme l'a dit Bruno, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je voudrais profiter aussi pour poser une question plus technique, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de discuter de cette DSP en commission. Ma question technique, c'est pourquoi attendre 2032 pour effectuer une transition du parc de bus vers la technologie électrique et continuer donc à augmenter notre parc de véhicules GNV, donc au gaz naturel véhicule. Je crois qu'on va avoir plus 53 bus d'ici 2031. Alors évidemment, le GNV, c'est beaucoup moins émetteur que du diesel, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais l'électrique, c'est encore moins émetteur. Alors après, il y a des discussions d'experts sur est-ce que c'est lequel est le plus cher, le GNV, l'électrique. Mais bon, vraisemblablement, l'électrique, c'est plutôt l'avenir. Le biogaz devrait sûrement être réservé à d'autres usages que le transport urbain. Donc pourquoi ne pas passer directement maintenant à l'électrique et attendre 2032 ? Merci.